Comment une armée que tout le monde croit invincible peut-elle être anéantie? Cette question revient sans cesse dans l'histoire, à Cannes, à Teutobourg, à Little Big Horn, à Stalingrad et ailleurs. Des chefs convaincus de leur supériorité ont commis exactement la même erreur. Une erreur si simple qu'elle paraît évidente après coup, mais qui a pourtant détruit certaines des plus grandes armées de leur époque. Mais quelle est donc cette erreur majeure qui semble se répéter siècle après siècle? Cannes, la force devient un piège. Pour notre première histoire, direction le sud de l'Italie en 216 avant notre ère. Rome est alors en guerre contre Carthage, sa grande rivale en Méditerranée, dans ce que les historiens appellent la deuxième guerre punique. Et Rome a un sérieux problème, un problème qui se nomme Hannibal. Ce général carthaginois a en effet réussi un exploit que personne ne croyait possible, traverser les Alpes avec son armée pour venir frapper les Romains chez eux. Depuis, il enchaîne les victoires sur le sol italien, notamment au lac Trasimène, où il a anéanti une armée entière. Pour Rome, c'est plus qu'une série de défaites, c'est une véritable humiliation. Voilà une puissance qui a bâti toute sa domination sur ses légions, mais aussi sur sa supériorité dans le combat terrestre, et qui se fait battre à répétition sur son propre terrain. Les Romains en tirent toutefois une conclusion, il faut en finir une bonne fois pour toutes par une grande bataille décisive. Pour cela, il mobilise une armée colossale pour l'époque, entre 70 000 et 80 000 hommes, l'une des plus grandes que la République ait jamais réunies. Le raisonnement est simple, presque mathématique. Avec 2 fois plus de soldats que l'ennemi et la discipline légendaire des légions, l'écrasement est inévitable. Il faut bien comprendre que ce raisonnement n'est pas absurde. Il correspond à la manière romaine de faire la guerre qui a fait ses preuves pendant des générations. À savoir, avancer en nombre, frapper fort, enfoncer le centre adverse et puis laisser le poids du nombre faire le reste. Hannibal, lui, n'a environ que 40 000 hommes. Sur le papier, il est condamné. Mais regardons son armée de plus près, car elle ne ressemble pas vraiment à une armée romaine. C'est en fait un assemblage de pièces très différentes. D'abord, une infanterie africaine lourde, solide et disciplinée, capable de tenir le choc. Ensuite, des combattants ibériques et gaulois, plus légers et plus mobiles. Et puis surtout, une cavalerie numide d'une rapidité exceptionnelle. Chaque pièce a un rôle précis. Aucune n'est là pour affronter les légions de face. Toute l'idée d'Hannibal tient en une seule phrase. Puisque je ne peux pas être plus fort que les Romains, alors je vais utiliser leur force contre eux. Voici donc comment il s'y prend. Le jour de la bataille, dans une plaine près du village de Cannes, il dispose ses troupes d'une façon très étrange. Au centre, il place les soldats les plus fragiles, les Gaulois, les Ibères, en formant avec eux une ligne bombée vers l'avant, comme une sorte d'arc tendu vers l'ennemi. Ses meilleures troupes, l'infanterie africaine, sont rangées sur les côtés en retrait. Quant à sa cavalerie, eh bien elle attend sur les flancs. Vu de loin, ce dispositif ressemble à une erreur, mais en réalité, c'est un véritable appât. La bataille commence donc, et tout se passe d'abord comme les Romains l'ont prévu. Leur légion massée au centre, en rang très profond pour maximiser la puissance du choc, enfonce la ligne carthaginoise qui plie et recule. Les Romains poussent et sentent la victoire. Ils avancent encore et encore. Sauf que ce recul carthaginois n'est pas une déroute. C'est en fait une manœuvre lente et contrôlée qui transforme peu à peu l'arc bombé en arc creusé. Sans s'en rendre compte, les légions s'enfoncent dans une sorte de poche. Et c'est là que la mécanique du piège se révèle. Plus les Romains avancent, plus les rangs arrière poussent les rangs avant, et plus les soldats se retrouvent serrés les uns contre les autres. Cette masse, qui devait être leur force, devient leur prison. Dans la cohue, on ne peut plus manœuvrer, ni même se retourner, et bientôt, plus important, on ne peut plus lever son arme. Pendant ce temps, la cavalerie carthaginoise a balayé la cavalerie romaine sur les flancs, mais au lieu de la poursuivre, elle fait demi-tour et vient frapper l'arrière des légions. Au même moment, l'infanterie africaine, restée fraîche sur les côtés, pivote vers l'intérieur. La poche se referme et c'est 80 000 hommes qui se retrouvent encerclés. Ce qui suit n'est plus vraiment une bataille. Les auteurs antiques décrivent des soldats si comprimés qu'ils ne peuvent plus se servir de leurs épées.
Des hommes qui meurent écrasés ou étouffés sous le poids de leurs propres camarades. La supériorité numérique romaine n'existe plus, car dans cette masse compacte, seuls les hommes du bord extérieur peuvent se battre, pendant que des dizaines de milliers d'autres attendent leur tour de mourir, immobilisés au centre. En une seule journée, Rome perd entre 50 000 et 60 000 hommes. C'est tout simplement l'une des plus grandes catastrophes militaires de toute l'Antiquité. Ce qu'il faut retenir de Cannes, c'est qu'Hannibal n'a pas vaincu les Romains en neutralisant leurs forces. Il les a vaincus en la retournant littéralement contre eux. Il connaissait leur façon de combattre, il savait qu'ils chargeraient au centre de toutes leurs forces, et il a donc construit son plan entier autour de ce comportement. Les Romains ont fait exactement ce qu'on attendait d'eux, et c'est précisément pour cela qu'ils ont perdu. Un dernier mot tout de même, car cette histoire a une suite surprenante. Après un tel triomphe, on pourrait croire la guerre finie. Or, Hannibal ne marche pas sur Rome, peut-être parce qu'il n'a pas les moyens d'assiéger la ville, peut-être parce qu'il espère que ses alliés italiens abandonneront Rome d'eux-mêmes. Quelle qu'en soit la raison, ce répit change tout. Rome encaisse le choc, refuse désormais toute grande bataille frontale contre Hannibal et finit des années plus tard par gagner la guerre. En fin de compte, l'une des plus belles victoires tactiques de l'Antiquité n'aura pas suffi à briser la République romaine. Andrinople, l'empereur impatient. Faisons maintenant un bond de 6 siècles. Nous voici en 378 après Jésus-Christ dans l'Empire romain d'Orient. Sur le papier, Rome reste la grande puissance militaire du monde méditerranéen et ses armées portent encore le prestige des légions d'autrefois. Mais derrière cette façade, l'édifice se fissure littéralement. Les frontières sont sous pression, l'économie s'essouffle et l'Empire peine de plus en plus à contrôler les peuples qu'il accueille sur son sol. Pour comprendre la bataille qui nous intéresse, il faut d'abord comprendre d'où vient la crise. Loin, à l'est, un peuple de cavaliers redoutables, les fameux Huns, s'est mis en mouvement et son avancée pousse devant elle des peuples entiers. Parmi eux, les Goths. En 376, des dizaines de milliers de Goths se présentent sur le Danube, la frontière de l'Empire, non pas en envahisseurs, mais en réfugiés. Ils fuient une menace plus terrible qu'eux et demandent à passer le fleuve pour se mettre à l'abri. L'Empire accepte, en principe, dans un cadre organisé. Mais sur le terrain, les fonctionnaires romains transforment cet accueil en véritable raquette. Et pour cause, ils vendent la nourriture à des prix délirants à des gens qui meurent de faim, au point que des familles gothiques en sont réduites à vendre leurs propres enfants pour manger. Retenez bien ce point, car il explique toute la suite, à savoir que la révolte des Goths n'est pas une invasion venue de l'extérieur, mais bel et bien un soulèvement de réfugiés affamés et humiliés à l'intérieur même de l'Empire, une crise administrative transformée en guerre par la cupidité de quelques administrateurs. Quoi qu'il en soit, l'empereur d'Orient, Valens, décide d'écraser cette révolte en personne. Il rassemble pour cela entre 15 000 et 20 000 soldats professionnels, entraînés et expérimentés, ce qui constitue une vraie force de frappe. Et surtout, il dispose d'un atout maître. Son neveu Gratien, empereur d'Occident, arrive avec une seconde armée. Il suffit donc de l'attendre quelques jours pour affronter les Goths à 2 contre 1. Sauf que Valens décide de ne pas attendre la seconde armée. Pourquoi ? Eh bien d'abord par calcul politique. Une victoire partagée avec Gratien serait au final une victoire à moitié, et Valens veut la gloire pour lui seul. Ensuite, par mépris. En effet, ses éclaireurs lui ont annoncé, à tort, un ennemi peu nombreux, et il voit les Goths comme une bande de barbares inoffensifs et désorganisés. Double erreur. Les Goths sont en fait nombreux, structurés et surtout commandés par des chefs capables, disposant d'une cavalerie puissante qui, ce jour-là, est justement parti forager au loin. C'est en fait ce détail qui va décider du sort de la bataille. Le 9 août 378, près de la ville d'Andrinople, l'armée romaine se met en marche en pleine canicule. Les soldats avancent pendant des heures, sans eau suffisante, écrasés de chaleur, et arrivent face au camp gothique déjà épuisé. Les Goths, eux, attendent tranquillement derrière un cercle de chariots, une véritable forteresse mobile qui protège leurs familles et leurs biens. Des pourparlers s'engagent, et l'affrontement pourrait encore être évité, mais des unités romaines sans ordre clair attaquent prématurément et l'engrenage se met en route. L'armée entière est aspirée dans la bataille avant même d'avoir fini de se déployer.
Au début, les légions font ce qu'elles savent faire. Elles pressent l'infanterie gothique et la victoire semble possible. C'est alors que surgit l'élément que Valence n'avait pas mis dans son équation. La cavalerie gothique, de retour de fourrage, déboule sur le champ de bataille et percute les flancs romains de plein fouet. Pour des soldats épuisés, assoiffés et déjà à moitié désorganisés, le choc est insurmontable. En effet, les lignes se disloquent, les ordres ne passent plus et la bataille se décompose en une multitude de combats isolés où chaque groupe se bat pour sa propre survie sans plus aucune vision d'ensemble. Les chroniqueurs décrivent des soldats écrasés par leurs propres rangs en panique, des unités incapables de fuir ainsi que des officiers tués sans avoir pu transmettre un seul ordre. À la nuit tombée, les 2/3 de l'armée d'Orient gisent sur le terrain. L'empereur Valence lui-même a disparu dans la tourmente, tué au combat ou, selon certains, brûlé vif dans une ferme où il s'était réfugié. Quoi qu'il en soit, son corps ne sera jamais retrouvé avec certitude. Pour la première fois depuis des siècles, un empereur romain est mort en affrontant un peuple installé sur le sol même de l'Empire. Et c'est là toute la portée d'Andrinople. Militairement, Rome a connu d'autres désastres et s'en est toujours relevée. Mais symboliquement, quelque chose vient de se briser. Le monde entier découvre que les armées romaines peuvent être détruites par ceux-là même que l'Empire prétendait intégrer, et que le modèle militaire qui a dominé le monde pendant des siècles n'est plus adapté à son époque. Rome ne s'effondre pas ce jour-là, mais le compte à rebours est lancé. 32 ans plus tard, en 410, les descendants de ces mêmes Goths pilleront Rome elle-même. Andrinople n'est pas seulement une défaite, c'est le moment où Rome réalise qu'elle n'est plus invincible. Atine, perdre à cause de la soif. Changeons de décor. Nous sommes en 1187 en Terre Sainte. Depuis près d'un siècle, des chevaliers venus d'Europe occupent la région. C'est l'époque des croisades et le royaume de Jérusalem est leur principal état. Cette présence est fragile, mais elle tient. Elle tient surtout grâce à un réseau de forteresses, à des trêves négociées avec les voisins musulmans et surtout grâce à une règle d'or que tout le monde connaît dans la région. Celui qui contrôle l'eau contrôle la guerre. Car ici, sous ce climat, une armée privée de points d'eau est une armée morte, sans qu'il soit besoin de la combattre. Face aux croisés se dresse un adversaire d'un calibre nouveau, le fameux Saladin. Ce sultan a accompli ce qu'aucun chef musulman n'avait réussi avant lui, unifier sous son autorité l'Égypte, la Syrie et une grande partie de la région. Là où les croisés affrontaient autrefois des émirs divisés, ils font désormais face à un seul homme, à la tête d'une seule grande puissance, et cet homme a un objectif clair, reprendre Jérusalem, ville sainte de l'islam autant que du christianisme. Or, au pire moment possible, le camp croisé est profondément divisé. Le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, est un souverain contesté, arrivé au pouvoir par mariage et qu'une partie de ses propres barons méprise ouvertement. Des seigneurs expérimentés, comme Raymond de Tripoli, prônent la prudence face à Saladin, pendant que d'autres poussent à l'affrontement. Résultat, aucune stratégie commune n'émerge de ces querelles. Un royaume divisé contre un empire unifié, le déséquilibre est déjà là. L'étincelle qui va tout déclencher vient d'un seul homme, Renaud de Châtillon. Un seigneur brutal qui attaque une caravane musulmane en pleine trêve. Pour Saladin, c'est le prétexte idéal. La trêve est rompue par la faute des chrétiens et il peut ainsi lancer la grande offensive qu'il préparait. Il envahit donc le royaume et met le siège devant la ville de Tibériade, au bord du lac du même nom. C'est ici que tout se joue, autour d'un choix. L'armée croisée, qui a rassemblé presque toutes les forces du royaume, campe près de sources abondantes, en position solide. Deux options s'offrent à elle. La première, c'est de rester sur place, près de l'eau, et laisser Saladin venir, car une armée d'invasion ne peut pas camper indéfiniment en territoire ennemi. La seconde, plus offensive, c'est de marcher au secours de Tibériade, de traverser en plein été une zone aride entièrement contrôlée par l'ennemi. Plusieurs commandants, dont Raymond de Tripoli, supplient le roi de ne pas bouger. Détail surprenant, Tibériade appartient à ce même Raymond dont la propre femme est assiégée dans la citadelle. Et c'est pourtant lui qui recommande de ne pas y aller. Quoi qu'il en soit, Guy de Lusignan n'en fait qu'à sa tête et donne l'ordre de marche. Ce qui suit n'est plus vraiment une campagne militaire. C'est un véritable piège qui se referme au ralenti et les croisés ne s'en aperçoivent que lorsqu'il est déjà trop tard. Dès que ces derniers quittent leur source, la bataille commence, mais pas sous la forme qu'ils attendent. En effet, Saladin refuse tout affrontement direct.
À la place, ses cavaliers harcèlent la colonne sans relâche, la criblent de flèches, la forcent à s'arrêter, à se reformer, puis à repartir sous un soleil écrasant et dans un paysage sans eau. Chaque heure de marche épuise un peu plus les hommes et les chevaux. La soif fait le travail qu'aucune armée ne pourrait faire. Elle ronge les forces, brouille les esprits et dissout la discipline. Comprenez bien la logique de Saladin. Il ne cherche pas à battre les croisés, il les laisse tout simplement se détruire eux-mêmes en avançant. Au soir du premier jour, l'armée croisée, qui n'a pas atteint le lac, doit camper sur un plateau aride, autour de 2 collines qu'on appelle les cornes de Hattin. Les hommes n'ont presque plus d'eau, et pendant la nuit, les troupes de Saladin encerclent complètement le camp, allant jusqu'à mettre le feu aux broussailles pour que la fumée vienne ajouter à la soif et à l'angoisse. Au matin, la bataille proprement dite peut commencer, mais en réalité, elle est déjà jouée. Et pour cause, les soldats déshydratés, qui voient briller au loin le lac de Tibériade sans pouvoir l'atteindre, n'ont plus la force de combattre. Les charges de la cavalerie lourde, l'arme suprême des croisés, s'épuisent dans le vide face à un ennemi qui esquive et revient sans cesse. Les formations se disloquent, l'encerclement se resserre et les derniers carrés de résistance, regroupés autour de la relique de la vraie croix, sont submergés les uns après les autres. Le désastre est total. L'armée du royaume de Jérusalem a pratiquement cessé d'exister. Ces hommes sont tués ou capturés. Le roi Guy de Lusignan lui-même est fait prisonnier. Saladin l'épargne, mais par contre, il exécute de sa main Renaud de Châtillon, l'homme qui avait rompu la trêve. Et comme presque toutes les forces du royaume avaient été engagées dans cette marche insensée, il ne reste plus personne pour défendre les villes. Résultat, quelques mois plus tard, Jérusalem elle-même tombe aux mains de Saladin. Une seule décision, prise un matin de juillet, a finalement fait basculer un siècle de présence croisée. Hattin nous enseigne quelque chose d'essentiel, on peut perdre une bataille sans avoir été vaincu par les armes. Saladin a gagné en contrôlant le terrain, l'eau et le rythme des événements, c'est-à-dire en imposant aux croisés des conditions dans lesquelles ils ne pouvaient tout simplement plus se battre. Le courage des chevaliers n'a jamais été en cause. C'est juste que leur roi les avait conduits en pleine connaissance des avertissements, exactement là où l'ennemi les attendait. La Russie et Napoléon. Avançons maintenant jusqu'en 1812. À cette date, Napoléon Bonaparte domine presque toute l'Europe. Il a battu les Autrichiens, les Prussiens et les Russes eux-mêmes quelques années plus tôt. À chacune de ces campagnes, le même scénario gagnant, à savoir marcher vite, concentrer ses forces, imposer une grande bataille pour, au final, écraser l'ennemi et dicter la paix. Cette recette a si bien fonctionné, si souvent, qu'elle est devenue dans son esprit une loi de la guerre. Et c'est exactement là que le danger commence. À noter que le conflit avec la Russie naît d'une affaire économique. En effet, pour mettre l'Angleterre à genoux, Napoléon a imposé à toute l'Europe le blocus continental, c'est-à-dire l'interdiction aux pays européens de commercer avec les Britanniques. Mais la Russie, dont l'économie souffre de cet embargo, cesse de le respecter. Pour Napoléon, c'est un défi inacceptable et il décide d'y répondre par une démonstration de force sans précédent. Pour cela, il rassemble plus de 600 000 hommes, la plus grande armée que l'Europe ait jamais vue, persuadé qu'une masse pareille forcera le tsar à plier en quelques semaines. Tout son plan repose pourtant sur une condition, une seule, à laquelle il ne semble pas avoir vraiment réfléchi. Pour gagner une bataille décisive, encore faut-il que l'ennemi accepte de la livrer. En effet, au lieu de se poster face à l'envahisseur, les armées russes reculent encore et encore en s'enfonçant dans l'immensité du territoire. Et surtout, elles appliquent en reculant une politique impitoyable de la terre brûlée. Résultat, des villages incendiés, des récoltes détruites, des dépôts vidés et des puits comblés. L'armée française avance donc dans un pays fantôme qui semble se vider devant elle. Chaque kilomètre gagné allonge ses lignes de ravitaillement et dès l'été, bien avant le moindre flocon de neige, la faim, la maladie et les désertions commencent à dévorer ses effectifs. Une grande bataille finit tout de même par avoir lieu à Borodino, aux portes de Moscou. C'est une journée d'une violence inouïe, des dizaines de milliers de morts en quelques heures, et Napoléon en sort techniquement vainqueur, car l'armée russe, même amputée et saignée, n'est pas détruite. Au contraire, elle se retire en bon ordre, et le scénario habituel, la victoire qui force l'ennemi à négocier, ne se produit pas. Une semaine plus tard, Napoléon entre dans Moscou, convaincu de toucher enfin au but. Il découvre une ville fantôme, vidée de ses habitants, et qui se met bientôt à brûler sous ses propres yeux.
Pas de tsar venu négocier, pas de vivres, pas de quartier d'hiver, rien à saisir, donc rien à gagner. Napoléon attend 5 semaines dans cette ville morte, une capitulation qui ne viendra jamais. 5 semaines perdues qui vont coûter une armée, car pendant qu'il attend, l'hiver russe approche, et lorsqu'il décide enfin de repartir, eh bien, il est déjà trop tard. La retraite qui commence alors compte parmi les pires épreuves de toute l'histoire militaire. Le froid tombe à des niveaux extrêmes sur des soldats sans vêtements d'hiver, qui gèlent debout, s'endorment au bord de la route et ne se réveillent pas. La nourriture a disparu et les hommes en sont réduits à manger les chevaux, puis n'importe quoi. À cela s'ajoutent les cosaques russes qui harcèlent les colonnes jour et nuit, massacrant les traînards et interdisant tout repos. Une par une, les pièces du système s'effondrent, les chevaux meurent, donc les canons sont abandonnés, les unités fondent, donc la discipline se délite, et cette armée, qui fut la plus puissante du monde, se réduit à une colonne de spectres dont le seul objectif est de mettre un pied devant l'autre. Le bilan donne le vertige. Des 600 000 hommes entrés en Russie au mois de juin, quelques dizaines de milliers à peine en ressortent en état de combattre. L'armée n'a pas été vaincue dans une grande bataille, elle a été engloutie par la distance, par la faim, par le froid et surtout par une stratégie ennemie qui a transformé sa taille même en fardeau. En fait, plus une armée est grande, plus elle a besoin de ravitaillement. Et dans un pays volontairement vidé, la masse de Napoléon est devenue son talon d'Achille, exactement comme la masse romaine évoquée lors de la bataille de Cannes. Et par-dessus tout, les conséquences dépassent largement la Russie. Le mythe de l'invincibilité napoléonienne, qui paralysait l'Europe, vient de voler en éclats, et tous ses ennemis relèvent la tête en même temps. En moins de 2 ans, l'Empire s'effondre. La leçon de 1812 tient en une seule phrase : la meilleure façon de vaincre une armée n'est parfois pas de l'affronter, mais de lui refuser le combat qu'elle attend. Balaklava, 600 cavaliers, un malentendu. L'histoire suivante est plus courte, plus resserrée, mais elle illustre un mécanisme que nous n'avons pas encore vu, le désastre suite à un malentendu. Nous sommes en 1854, pendant la guerre de Crimée, qui oppose la Russie à une coalition réunissant la France, le Royaume-Uni et l'Empire ottoman. Sur ce front instable, où chaque batterie de canon compte, la transmission des ordres est une affaire vitale. Bien évidemment, à cette époque, pas de radio. Un ordre, c'est bien souvent un papier griffonné par un général, confié à un cavalier qui galope le porter à son destinataire. Et tout repose sur la clarté de quelques lignes. Le 25 octobre, lors de la bataille de Balaklava, le commandant en chef britannique, posté sur les hauteurs, observe les Russes en train d'emporter des canons capturés sur des positions alliées. Il veut les en empêcher et pour cela il fait rédiger un ordre pour sa cavalerie légère. Mais voilà le problème. Depuis sa colline, le général voit tout le champ de bataille, tandis qu'en contrebas, dans la vallée, le commandant de la cavalerie ne voit pas ce que voit son chef. Et l'ordre rédigé à la hâte ne précise pas clairement de quel canon il s'agit. Quand le message arrive en bas, le malentendu se noue. Les seuls canons visibles depuis la position de la cavalerie sont ceux d'une batterie russe installée au fond d'une longue vallée, une vallée bordée de collines où l'ennemi a placé d'autres canons à gauche, à droite et en face. Autrement dit, l'ordre semble désigner une cible au centre d'un couloir de feu croisé. C'est militairement absurde, et certains officiers le savent. Mais dans l'armée britannique de 1854, un ordre ne se discute pas, il s'exécute. La brigade légère, environ 600 cavaliers, commandée par Lord Cardigan, se met alors en formation et s'élance. Représentez-vous la scène. Une vallée longue de plus de 2 km, complètement dégagée, sans le moindre abri. 600 hommes au galop, sabre au clair, qui foncent droit vers des canons, pendant que d'autres canons les prennent en enfilade, depuis les 2 côtés. Les 2 premiers obus déchirent les rangs, les chevaux s'effondrent, les trous se creusent dans la formation, et pourtant la charge continue, car une charge de cavalerie lancée à pleine vitesse ne peut plus s'arrêter sans se transformer en chaos pire encore. Les survivants ne continuent pas parce qu'ils espèrent gagner, ils continuent parce qu'il n'existe plus aucune autre option. Le plus stupéfiant, c'est qu'une partie de la brigade atteint réellement les canons russes et engage un corps à corps furieux avec leurs servants. Mais que peuvent faire quelques dizaines de cavaliers épuisés sans aucun renfort derrière eux? Surtout qu'après ça, il faut faire demi-tour et donc retraverser toute la vallée sous le même feu croisé qu'à l'aller. Résultat, quand les derniers survivants regagnent les lignes britanniques, la brigade légère n'existe plus en tant que force de combat. Les pertes en hommes et en chevaux l'ont mise hors d'état de servir et les canons russes, eux, sont toujours en place.
Voilà ce qui rend Balaklava unique dans notre série. Il n'y a ici ni général ennemi de génie, ni piège savamment construit, ni terrain défavorable qu'on aurait pu éviter. Au contraire, il y a un ordre ambigu, une vue du terrain différente entre celui qui commande et celui qui exécute, et un système militaire où personne ne se sent autorisé à contredire un supérieur. La destruction d'une unité d'élite n'a pas eu besoin d'autre chose. Quand l'obéissance prime absolument sur la compréhension, une simple phrase mal écrite suffit à envoyer 600 hommes dans un couloir de feu. La Somme, le plan désastreux. Nous voici à présent en 1916, au cœur de la Première Guerre mondiale. Depuis 2 ans, le front occidental est figé, 2 lignes de tranchées se font face, de la mer du Nord à la Suisse, séparées par une bande de terre ravagée qu'on appelle le No Man's Land. Et toutes les tentatives pour percer ont échoué dans le sang. Les états-majors français et britanniques cherchent désespérément la solution, et ils croient l'avoir trouvée pour la grande offensive prévue sur la Somme. Cette solution tient en un mot: l'artillerie. Le raisonnement paraît imparable. Avant l'assaut, on va fort logiquement écraser les positions allemandes sous un déluge d'obus pendant une semaine entière. Des centaines de milliers de projectiles pour pulvériser les tranchées, hacher les réseaux de barbelés et tuer ou rendre fous les défenseurs. Après un tel traitement, se disent les généraux, il ne restera plus personne pour résister et l'infanterie n'aura qu'à traverser le No Man's Land au pas pour occuper des positions vides. On le promet d'ailleurs explicitement aux soldats. La résistance sera minimale, une véritable promenade tranquille. Seulement, ce beau raisonnement repose sur 2 suppositions, et les 2 sont absolument fausses. Première supposition, celle des obus qui détruisent tout. En réalité, une proportion énorme d'entre eux, défectueux, n'explosent même pas, et beaucoup d'autres sont trop légers pour entamer les défenses sérieuses. Deuxième supposition, celle que les Allemands n'auront nulle part où s'abriter. C'est faux, car en réalité, ils ont creusé dans la craie de la Somme des abris profonds de 10 mètres et plus. En fait, de véritables casernes souterraines où leurs soldats attendent, secoués et terrifiés certes, mais vivants avec leurs mitrailleuses démontées à portée de main. Résultat final, pendant 7 jours, le bombardement le plus massif de l'histoire britannique laboure la surface sans atteindre l'essentiel. Le 1er juillet 1916, au matin, le bombardement s'arrête, les sifflets retentissent et ce sont des dizaines de milliers de soldats britanniques qui sortent des tranchées. Conformément aux instructions, beaucoup avancent en ligne régulière, au pas, chargés de dizaines de kilos d'équipement, puisqu'on leur a dit qu'il n'y aurait personne en face. Oui, sauf que justement en face, dès que le pilonnage cesse, eh bien, c'est le signal pour les Allemands qui jaillissent de leurs abris, remontent leurs mitrailleuses et découvrent un spectacle qu'ils n'osaient imaginer, à savoir des vagues d'hommes marchant vers eux, à découvert, en terrain dégagé. Le feu s'ouvre et c'est un véritable massacre. Les premières vagues sont fauchées en quelques minutes, des bataillons entiers cessent d'exister avant d'avoir parcouru 100 mètres. Et comme les nouvelles remontent mal vers l'arrière, les vagues suivantes reçoivent l'ordre de sortir à leur tour vers le même mur de balles. Le soir de cette seule journée, l'armée britannique compte environ 57 000 hommes hors de combat, dont près de 19 000 morts. C'est aujourd'hui encore la journée la plus meurtrière de toute son histoire militaire. Et le plus terrible est peut-être que l'offensive ne s'arrête pas là. Elle se prolonge pendant plus de 4 mois jusqu'en novembre, pour des gains qui se mesurent en kilomètres, une dizaine tout au plus, tandis que les pertes cumulées des 2 camps se chiffrent en centaines de milliers d'hommes. La Somme est devenue le symbole d'une certaine folie de la guerre industrielle, mais pour notre propos, elle illustre quelque chose de plus précis. Les Britanniques ne manquaient ni de courage ni d'hommes, et encore moins de canons. Effectivement, ils possédaient une supériorité matérielle écrasante. Pourtant, ce qui leur a manqué, c'est la vérification. Toute l'offensive reposait sur l'idée que le bombardement aurait tout détruit, et personne n'a véritablement confronté cette idée à la réalité du terrain avant de lancer les hommes. Quand un plan repose sur une hypothèse et que cette hypothèse est fausse, vous avez beau être l'armée la plus puissante du monde, cette puissance malheureusement ne vous sauvera pas. Au contraire, elle ne fait qu'agrandir l'échelle du désastre. Singapour et sa forteresse. Notre avant-dernière histoire se déroule en Asie en 1942 et elle commence par un surnom, le Gibraltar de l'Orient. C'est ainsi qu'on appelle Singapour, l'île forteresse qui verrouille les routes maritimes entre l'océan Indien et le Pacifique et qui incarne la puissance de l'Empire britannique dans toute la région.
Une base navale gigantesque, de l'artillerie côtière lourde, une garnison nombreuse. Sur le papier, la place paraît tout simplement imprenable. Mais cette réputation repose tout entière sur une hypothèse, une seule, gravée dans la doctrine britannique depuis des décennies. Si Singapour est attaqué un jour, ce sera forcément par la mer. Toute la défense a donc été tournée vers l'océan face aux flottes ennemies imaginées à l'horizon. Et le revers de l'île, le nord, qui regarde vers la péninsule malaise à travers un simple détroit, me direz-vous? Eh bien, on ne s'en inquiète pas vraiment, car la Malaisie, avec ses centaines de kilomètres de jungle épaisse, passe pour infranchissable par une armée moderne. Voilà l'hypothèse de départ. Voyons maintenant comment l'ennemi a résolu ce problème. En décembre 1941, le Japon entre en guerre, et ses généraux ont étudié le problème de Singapour avec lucidité. Puisque la forteresse regarde vers la mer, eh bien, on l'attaquera par la terre. L'armée japonaise débarque ainsi au nord de la péninsule malaise et entame sa descente vers le sud à travers cette fameuse jungle réputée impraticable. Cette même armée nippone avance à une vitesse qui stupéfie tout le monde, et ce grâce à des moyens d'une simplicité déconcertante, à savoir des unités légères et mobiles, des chars adaptés au terrain, ainsi que des milliers de bicyclettes qui permettent aux fantassins de filer sur les routes ou les pistes. Chaque fois que les troupes britanniques, australiennes et indiennes tentent d'établir une ligne de défense, les Japonais la contournent par la jungle, précisément là où on les croyait incapables de passer. En quelques semaines, toute la Malaisie est perdue et les forces alliées refluent en désordre vers l'île de Singapour. Reste alors la forteresse elle-même, et c'est ici que l'erreur de conception éclate au grand jour. Les défenses pensées contre une flotte sont largement inadaptées face à une armée qui arrive par le nord. Le 8 février 1942, les troupes japonaises franchissent le détroit de Johor et prennent pied sur l'île. La suite va très vite. Les bombardements aériens écrasent la ville et désorganisent la défense. Les positions tombent les unes après les autres et le commandement britannique, sous les ordres du général Arthur Percival, ne parvient jamais à reprendre la main. À ce drame tactique s'ajoute un effondrement logistique, car sur cette île surpeuplée de soldats en retraite et de civils, les munitions s'épuisent, le carburant manque et surtout les réservoirs d'eau, dont les Japonais contrôlent bientôt l'accès, ne suffisent plus. Une armée peut se battre sans beaucoup de choses, mais pas sans eau ni munitions. Résultat, le 15 février 1942, une semaine à peine après le premier débarquement sur l'île, le général Percival capitule. Environ 80 000 soldats britanniques, australiens et indiens déposent les armes, ce qui reste à ce jour la plus grande reddition de toute l'histoire militaire britannique, et le choc est planétaire. Winston Churchill lui-même parlera de la pire catastrophe de l'histoire militaire de son pays. Pour les hommes capturés, le calvaire ne fait que commencer, car des milliers de prisonniers seront envoyés dans des camps de travail, notamment sur le terrible chantier de la voie ferrée de Birmanie, où beaucoup mourront. Et au-delà du désastre immédiat, quelque chose de plus profond s'est joué, car les peuples asiatiques ont vu une puissance coloniale européenne s'effondrer en quelques semaines face à une armée originaire d'Asie. Le prestige sur lequel reposait l'Empire ne s'en remettra jamais vraiment. Que retenir donc de Singapour? Eh bien que la forteresse n'est pas tombée parce qu'elle était trop faible, mais bien parce qu'elle avait été construite pour une guerre qui en fait n'a pas eu lieu. Stalingrad, impossible de reculer. Notre dernière grande étape nous mène vers le front de l'Est en 1942. L'Allemagne nazie a envahi l'Union soviétique l'année précédente et après l'échec devant Moscou, Hitler lance une nouvelle offensive, dirigée cette fois vers le sud, vers les ressources et notamment le pétrole du Caucase, dont sa machine de guerre a un besoin vital. Sur la route de cette offensive se trouve une grande ville industrielle étirée le long de la Volga. Elle pourrait n'être qu'un objectif parmi d'autres, mais elle porte un nom, Stalingrad, littéralement la ville de Staline. Et ce nom va transformer un objectif militaire en affaire personnelle entre deux dictateurs, chacun refusant de céder la ville de l'autre, quel qu'en soit le prix. Hitler engage en effet dans la bataille des forces énormes, au premier rang desquelles la 6e armée, plusieurs centaines de milliers d'hommes, l'une des formations les plus puissantes de toute la Wehrmacht. La méthode prévue est celle qui a fait les grands succès allemands depuis 1939, à savoir la guerre de mouvement, où les blindés, l'aviation et la radio se combinent pour encercler et disloquer l'ennemi à grande vitesse. Mais cette méthode suppose de l'espace pour manœuvrer, et c'est exactement ce que Stalingrad va lui refuser.
Avant même l'assaut terrestre, l'aviation allemande écrase la ville sous les bombes et ce pilonnage produit un effet paradoxal. En transformant Stalingrad en océan de ruines, il crée le terrain idéal pour la défense. Dans une ville effondrée, chaque immeuble éventré devient ainsi un fortin, chaque cave un nid de mitrailleuses et chaque tas de gravats une cachette pour un tireur d'élite. Également, les chars ne peuvent plus avancer dans les rues obstruées. L'aviation ne distingue plus les lignes amies des lignes ennemies et le combat se réduit à des distances de quelques mètres où toute la supériorité technique allemande s'évanouit. Les soldats allemands eux-mêmes donnent un nom à ce cauchemar, la guerre des rats. On se bat ainsi pour un étage, pour un escalier, pour un simple pan de mur. Également, on peut très bien prendre une usine le matin pour la reperdre le soir, et les défenseurs soviétiques, qui ont reçu l'ordre de tenir coûte que coûte, s'accrochent à chaque mètre de ruine adossé à la Volga. Semaine après semaine, la 6e armée s'enfonce dans la ville comme dans des sables mouvants, y usant ses meilleurs bataillons pour des gains dérisoires. Or, pendant que tous les regards sont fixés sur ce hachoir urbain, l'état-major soviétique prépare tout autre chose. Son idée est d'une grande clarté. Inutile de chasser les Allemands de Stalingrad. Au contraire, il suffit de les y enfermer. Car pour alimenter la bataille dans la ville, les Allemands ont étiré de longs flancs au nord et au sud. Et ces flancs ne sont pas tenus par leurs propres troupes, mais par des armées alliées roumaines et italiennes, moins équipées et moins aguerries. C'est là, sur les points faibles du dispositif, que les soviétiques massent en secret leurs réserves. Le 19 novembre 1942, l'offensive se déclenche, au nord et au sud à la fois. Les flancs cèdent en quelques jours. Les deux pinces soviétiques foncent l'une vers l'autre et se rejoignent derrière la ville. La 6e armée, soit plus de 250 000 hommes, est encerclée dans Stalingrad et c'est désormais l'assaillant qui est devenu l'assiégé. À partir de ce moment, une seule décision pourrait encore sauver ces hommes, tenter une percée vers l'ouest, immédiatement, tant qu'il est encore temps. Sauf qu'Hitler l'interdit. Au contraire, il ordonne de tenir sur place et promet un ravitaillement par les airs que l'aviation allemande n'a jamais les moyens d'assurer, livrant au mieux une fraction du strict nécessaire. Alors dans la poche commence une lente agonie. C'est l'hiver russe, le second que ces soldats affrontent. Les rations fondent à vue d'œil, obligeant les hommes à manger les chevaux. À cela s'ajoute le froid et le typhus, qui tuent à eux deux autant que les obus, avec des blessés et des malades impossibles à évacuer. Jour après jour, l'armée allemande encerclée se consume sur place, tout simplement parce qu'un ordre venu de l'arrière lui a interdit la seule manœuvre qui pourrait la sauver. Résultat, fin janvier 1943, il ne reste plus rien à défendre. Le commandant de la 6e armée, Friedrich Paulus, que Hitler vient de nommer maréchal, en espérant le pousser au suicide plutôt qu'à la reddition, choisit de se rendre et les derniers combattants déposent les armes début février. Sur les centaines de milliers d'hommes engagés dans la ville, seule une minorité a survécu jusqu'à la capitulation. Et sur les quelques 90 000 prisonniers qui prennent alors le chemin des camps soviétiques, épuisés et malades, à peine quelques milliers reverront un jour l'Allemagne. Stalingrad marque le grand tournant de la guerre à l'Est. L'avancée allemande y trouve son point d'arrêt définitif, le mythe de l'invincibilité de la Wehrmacht s'y brise, et l'initiative passe aux soviétiques, qui ne la lâcheront plus jusqu'à Berlin. Mais pour notre fil rouge, l'essentiel est ailleurs. À Stalingrad, une armée conçue pour le mouvement s'est laissée aspirer dans un combat immobile, puis s'est vue interdire de reculer par l'orgueil de son propre chef. Le piège n'a pas été seulement tendu par l'ennemi, car il n'aurait jamais fonctionné sans des erreurs individuelles. Voilà, avant de se quitter, une dernière histoire, brève, qui condense tout ce que nous venons de voir. En 1879, en Afrique du Sud, une colonne de l'armée britannique campe au pied d'une colline nommée Isandlwana, en pleine guerre contre le royaume zoulou. Les Britanniques disposent de fusils modernes, d'artillerie, d'une organisation rodée, et ils sont si sûrs de leur supériorité face à des guerriers armés de lances qu'ils ne prennent même pas la peine de fortifier sérieusement leur camp, ni même de regrouper leurs unités dispersées dans la campagne. Or, l'armée zoulou qui approche n'a rien d'une foule désordonnée. Forte d'environ 20 000 guerriers, elle est disciplinée, rapide et elle applique une tactique éprouvée que l'on appelle les cornes de buffle. À savoir que le corps central fixe l'ennemi de face, pendant que deux ailes véloces, les cornes, contournent ses flancs pour le prendre à revers.
Quand l'attaque se déclenche, les Britanniques ouvrent un feu nourri et croient d'abord tenir. Mais leur ligne trop étirée laisse des vides, la distribution des munitions s'enraye et les cornes de buffle achèvent de se refermer. En quelques heures, la colonne est anéantie. Plus de 1300 soldats tués, l'une des pires défaites jamais infligées à l'armée britannique par une armée non européenne. Des lances contre des fusils, et pourtant le résultat est sans appel. Parce qu'une fois de plus, la bataille ne s'est pas jouée sur l'armement, mais dans les têtes. D'un côté, une armée qui se croyait dispensée de prudence, de l'autre côté, une armée qu'on avait refusé de prendre au sérieux.